l'idée de ce livre est née à la suite de le premier séminaire international que Afrospective avait organisé en 2022 sur une question très importante qui était les systèmes de gouvernance endogènes en Afrique. Et on avait réuni un ensemble de gens qui ont travaillé, qui ont fait des études sérieuses sur le terrain, sur les différents systèmes endogènes de gouvernance qui existaient en Afrique. On avait fait donc ce séminaire et on a trouvé que vraiment c'était ce qui avait été dit, ce qui avait été échangé était tellement important qu'on a dit que ça méritait peut-être de faire un livre sur ces travaux-là. En plus, d'autant plus que ce séminaire a eu aussi un succès. Il était en hybride, donc il était suivi un peu à travers le monde. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont participé à ce séminaire-là. Donc ça nous a convaincus de la pertinence de ce sujet-là. Et on s'est dit qu'il faudrait qu'on puisse en faire un livre. Parce que ce qui est intéressant avec le livre, c'est que ça reste, ça sert de documentation, ça va dans les bibliothèques et ça rentre aussi dans les références de ceux qui travaillent sur le même sujet. C'est ainsi que nous avons été contactés par une grande maison d'édition allemande, des Gruyter, qui était intéressée aussi par le sujet. C'est ainsi donc l'idée de faire ce livre a été née. Oui, disons pour rebondir sur ce que vient de dire Ali, on peut aller un peu plus loin dans le passé quand même, parce que ça relève de la crise de la gouvernance en Afrique et dans les diasporas actuelles. Hein. Donc l'idée d'explorer les manières dont les collectivités africaines ont été gouvernées dans le passé est une dérive en direct de la crise de gouvernance actuelle. Il apparaît de plus en plus que le modèle imposé aux nouvelles républiques africaines réussit dans quelques cas mineurs, mais dans la plupart des cas a échoué. Donc s'instruire de la manière dont nos communautés, nos anciens se sont gouvernés peut être une source d'inspiration pour les collectivités actuelles et peut-être pour le futur. Bon, alors le titre donc du séminaire était lui-même en soi assez provoquant. C'était théorie et pratique sur des systèmes de gouvernance endogènes africaines. Et on a utilisé le terme endogène à propos, c'est-à-dire qu'on ne veut plus parler de mécanismes traditionnels, on ne veut plus parler mécanismes autochtones ou indigènes, parce que tout cela était un héritage de la colonisation. Et nous avons utilisé donc délibérément le terme de endogène, qui voulait insister sur le fait que c'était des systèmes conçus par nos communautés, les communautés africaines, le peuple africain, mais qui avaient leur propre dynamique d'évolution. Et qu'il ne fallait jamais l'opposer à soi-disant modernité et le reléguer dans ce amalgame qu'on a créé avec les traditions et les coutumes. C'était des systèmes qui avaient une pertinence philosophique, juridique, qui est encore exploitable. Et d'ailleurs, parmi les... on a appelé... en fait, notre séminaire était divisé en deux. C'est qu'il y avait des gens qui ont fait des recherches du terrain sur des systèmes endogènes existants et des gens qui ont fait des recherches sur la mise en application, la revalorisation, des expériences de revalorisation de ce système dans certains pays. C'est ça qui, je crois, qui a fait aussi l'intérêt de... Donc il y avait un échange entre ceux qui travaillaient sur le terrain de manière anthropologique sur des systèmes existants et ceux qui ont travaillé sur la mise en application de ces systèmes dans des cas particuliers de certains pays, par exemple l'Afrique du Sud, le Botswana, etc. La pertinence d'aujourd'hui est évidente dans le mouvement souverainiste qui est en train d'émerger en puissance, non seulement en Afrique, mais en Amérique latine et dans les Caraïbes, c'est un peu plus ancien. À titre de
pour se souvenir que le panafricanisme est né quand même dans les Caraïbes et est revenu en Afrique en rebond. Donc la résonance de l'investigation sur les systèmes de gouvernance endogènes des différentes communautés africaines dans le monde permet de penser la gouvernance autrement. Et peut-être anthropologiquement et archéologiquement parlant, il faut peut-être remettre dans la tête des gens qu'il n'y a pas de société sans système de gouvernance. Donc l'histoire a voulu que par des hasards, des rapports de force, les systèmes de gouvernance qui ont propulsé les communautés africaines, qui sont les premières collectivités humaines sur la planète, que leur système de gouvernance soit relégué dans des catégories en marge, disons, pour prendre un terme simple. Donc les revisiter face à la crise de la gouvernance des pays africains permet peut-être de formuler de nouveaux modèles du vivre ensemble, parce que gouvernance, c'est vraiment le vivre ensemble et trouver les moyens de satisfaire la majorité de la population en protégeant la paix civile, l'harmonie et tous ces grands systèmes anciens avaient comme base une sorte d'équité, une sorte d'éthique et au service de la majorité. Mais il ne faut pas non plus idéaliser le passé parce qu'il y a eu des systèmes aussi allant dans le sens inverse. Donc étudier pour voir ce qui est mieux pour la gestion des communautés actuelles et l'insérer dans le système technologique contemporain. C'est vraiment des défis successifs, mais qui partent de la connaissance. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est passé pour vivre le présent et préparer le futur. Comme Augustin l'a dit, la pertinence de ce sujet-là est évidente. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte international marqué par ce qu'on peut appeler une crise globale de la gouvernance et que les systèmes et les modèles de démocratie, de droit, de justice qui nous ont été présentés comme universels et que nous devions, enfin je parle des pays africains, devrions adopter, essayer de s'adapter à ce système, ont échoué. Ont échoué même dans les pays où ils sont nés. Donc je ne vois pas, enfin nous ne voyons pas comment des systèmes qui sont en train d'échouer dans les pays où ils ont été créés peuvent marcher dans des sociétés complètement différentes qui ont une vision de l'individu, de la communauté, du vivre ensemble qui est différente. Donc et on sent aujourd'hui que on est dans une recherche éperdue des peuples pour trouver des systèmes qui puissent répondre à leurs besoins, à leurs aspirations. Et l'Afrique n'a jamais encore exploré, n'a jamais essayé de revisiter les systèmes de gouvernance qu'elle avait générés sur le long terme, depuis des siècles. Et je dirais même que c'est le seul continent où ce gisement, ce réservoir de savoir et de pratique n'a pas été exploré. Alors que peut-être dans d'autres continents, ils ont essayé d'adapter leur système à la modernité. Et l'Afrique, c'est le continent où tout ça est encore inexploré. Et donc, pour nous, il est évident qu'aujourd'hui, on sent un mouvement de retour aux sources, de retour à ces connaissances, à ces savoirs endogènes. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, nous ne demandons pas un retour aux racines, mais c'est un recours à nos propres savoirs et pratiques que nous devons faire pour voir comment on peut le valoriser, comment on peut le moderniser. On a perdu 60 ans à essayer d'africaniser des pré-pensées extérieures. Et je pense qu'il est temps de moderniser, de revaloriser des savoirs et des connaissances des philosophies politiques et juridiques africaines. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qui est derrière toutes les aspirations à la souveraineté, à l'autonomie intellectuelle, à l'autonomie politique des peuples africains. Voilà, c'est une question très très difficile. Disons que
Et il y a une convergence de fond qui est l'application du programme panafricaniste. Je pense que de ce point de vue, il n'y a pas d'ambiguïté. La charte de CIRT, la déclaration de CIRT est très claire là-dessus. Et le modèle 2063 est tout aussi très clair sur les ambitions panafricanistes de l'Union africaine. Ben, la grande différence, c'est dans comment mettre en application ce que l'on apprend. Et Afrospective se veut une trouble faite, génération d'idées, de propositions, et en espérant que nous grandirons et ayons les moyens intégraux de ce que nous souhaitons faire. Et nous voulons suggérer des manières de penser, des manières de lire la réalité africaine, les manières de construire le futur de l'Afrique qui seraient utilisables par les élites au pouvoir. Est-ce qu'il y a une certaine... Nous sommes des intellectuels, nous ne sommes pas des ingénieurs, nous ne sommes pas des politiques. Et notre contribution à la vie sociale consiste à explorer le réel et à proposer des modèles que les gens du pouvoir pourraient appliquer, mais avec des objectifs primordiaux, c'est-à-dire le bien-être collectif comme dominant, la paix, et l'intégration du continent pour une meilleure utilisation des ressources de nos terres pour le bien de nos populations. Donc de ce point de vue, il y a une convergence à 100% entre les ambitions de la prospective et la charte de construction de l'Union africaine. Alors, les objectifs d'Afrospective est vraiment se résume dans cette phrase que nous utilisons, qui est notre signature: repenser la présence africaine dans le monde et les contributions des peuples africains à l'humanité. C'est ça vraiment les objectifs. Donc, comment? C'est en essayant de fédérer toutes les intelligences africaines et afrodescendantes pour pouvoir contribuer à la construction d'un nouvel universalisme qui puisse intégrer les cosmovisions, les visions du monde des peuples africains qui, jusqu'à maintenant, malheureusement, sont absentes dans les systèmes de pensée dominants. Donc, en fait, Afrospective, c'est comment faciliter, comment réunir des intellectuels, des chercheurs, mais aussi des créateurs, pour contribuer donc à ce pluriversalisme, c'est-à-dire cet universalisme renouvelé et récompensé qui prenne en compte l'ensemble des particularités et des visions du monde. Et ce n'est que comme ça que je pense qu'on pourrait s'entendre aujourd'hui, au XXIe siècle, sur ce qu'on peut appeler des valeurs et des principes universels. Alors, en quoi ça contribue aux priorités de l'Union africaine? C'est clair, comme Augustin l'a dit, et nous le répétons, il correspond d'abord donc à cette autonomie de pensée que l'Union africaine a clairement définie dans l'agenda 2063, qui est une Afrique qui s'appuie sur ses propres ressources intellectuelles, naturelles, et pour se développer, une Afrique qui n'oublie pas la mémoire de ce qu'on lui a fait subir, que ce soit l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, et une Afrique qui aujourd'hui va devenir le continent du futur et qui doit se préparer à tous les niveaux, et surtout au niveau intellectuel, c'est-à-dire avoir notre propre conception du monde et des affaires du monde. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait, à travers Afrospective. Et c'est pour ça que, vraiment, on aimerait bien... Donc, on a écrit à l'Union africaine pour qu'on soit parmi les think tanks qu'il voudrait solliciter pour pouvoir, justement, offrir cette réflexion, cette pensée qui, parfois, doit servir de basement aux stratégies politiques des décideurs politiques africains de l'Union africaine. En gros, pour dire, nous participons à cette recherche de la souveraineté intellectuelle, politique, économique
que nous cherchons pour nous développer en toute intelligence et en coopération avec le reste du monde, avec les autres continents, mais qu'on nous laisse d'abord nous-mêmes définir ce que nous voulons pour notre présent et pour notre futur. Disons que le livre explore les modes de gouvernance à partir du passé le plus ancien jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. Et bon, tout le monde devine que parler de la gouvernance très ancienne dans le passé s'appuie surtout sur des données archéologiques, mais beaucoup aussi sur une certaine modélisation de la vie en groupe. Nous sommes des primates. Et les primates sont des animaux sociaux. Et donc, qui dit animaux sociaux dit qu'il y a une base de règles de la vie commune qui est respectée. Les fourmis sont des animaux sociaux, les termites aussi. Et donc, toute forme de vie en collectivité a ses règles. Et donc, c'est à partir de cette constance de l'organisation des grands groupes que l'on peut commencer à réfléchir sur les formes de gouvernance dans le passé le plus ancien, en utilisant les données archéologiques. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais disons que les deux premiers chapitres de l'ouvrage portent un peu sur l'archéologie et des formes de gouvernance en Afrique, d'abord sur le plan théorique, et puis deux, sur le plan de présenter quelques données qui sont des indications de la vie sociale et en groupe. Voilà, donc Augustin, dans les 2 premiers chapitres de ce livre, a déjà donc mis les bases des sociétés anciennes, puisque l'Afrique est quand même le berceau de l'humanité, et c'est aussi sur ce continent que se sont formées les premières organisations sociales et donc les premiers systèmes de gouvernance. Donc après, nous avons étudié des systèmes de gouvernance et de justice qui sont connus et à qui on a demandé des chercheurs qui ont vraiment fait un travail particulier sur ça. Alors c'est la charte de Mandem, qui a été aussi reconnu comme patrimoine mondial de l'UNESCO, le Gada System des Oromo, qui est aussi patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc nous avons étudié le Ubuntu, la philosophie politique souvent plus pratiquée vers le sud du continent. Nous avons étudié bien sûr le Her Issa, qui est aussi maintenant qui vient d'être reconnu patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et donc il y a 5 exemples, on a pris 5 exemples de savoir et de pratiques de gouvernance et de justice, et nous avons pris 5 exemples d'applications où on avait utilisé ce système-là. Et nous avons allé plus loin que l'Afrique. On a pris l'exemple, par exemple, du Brésil, la République de Palmarès, ce sont des personnes mises en esclavage qui ont rejeté le système de l'esclavage et qui se sont enfuis dans la nature, on va dire, et qui ont créé une république, mais en utilisant quoi? En utilisant ce qu'ils ont retenu des systèmes de gouvernance africaines que leurs ancêtres avaient mis en place. Et donc la République de Palmarès a vécu plusieurs siècles au Brésil en utilisant, alors qu'à l'époque c'était vraiment l'esclavage, la domination, les royautés, et la féodalité. Donc, et l'autre exemple de la diaspora que nous avions aussi choisi, c'est les 6 marrons de Suriname, qui sont aussi des gens qui ont rejeté l'esclavage, qui sont allés dans la montagne et dans la forêt et qui ont créé leur propre système de gouvernance. Comment? En utilisant les systèmes de gouvernance africains dont ils se souvenaient. Donc c'était très intéressant de voir ces exemples de mise en pratique de ces systèmes, mais aussi sur le continent africain. On avait pris le Botswana, ce petit pays dont on ne parlait jamais, mais où les transitions politiques s'est fait dans la douceur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont su intégrer leur système de gouvernance traditionnel et l'adapter avec le système moderne. Par exemple, ils ont un parlement et un conseil, une chambre des anciens qui essayent donc de créer tout le consensus, les négociations nécessaires. C'est pour cela que ce pays est un pays apaisé. Et voilà, donc là aussi un exemple. Et aussi en Afrique du Sud, où on a essayé, après l'apartheid, de réhabiliter cette philosophie politique « je suis parce que tu es »,
donc, dont on parle beaucoup, mais là, ils ont essayé de l'appliquer. Et donc, ces études que nous avons, qui sont publiées dans ces livres sont aussi des études critiques. Hein. On dit ce qui s'est fait positivement et les problèmes qui se posent, que ce soit l'application du Gada System dans l'État régional Oromo, qui est une bonne chose, mais en même temps, il y a certains problèmes, comme au Botswana, où il y a des problèmes à régler. Donc, c'est pour montrer aussi les difficultés qu'il y a à appliquer et les ajustements continuels qu'il faudra faire pour pouvoir revaloriser ce système-là. Et à la fin, ce qui est intéressant dans ce livre, nous donnons des recommandations aux décideurs politiques africains et afrodescendants qui sont vraiment sérieux, qui sont engagés à essayer d'explorer, de revaloriser ce système-là. On leur donne quelques pistes de réflexion pour pouvoir se lancer enfin dans ce processus. Parce que maintenant, tout le monde dit « Ah oui, nous avions des systèmes, nous aussi. » Mais oui, d'accord, on a des systèmes de gouvernance endogènes, mais alors, comment on va les utiliser? C'est une méthode à inventer, à réinventer. Ce n'est pas facile, mais c'est une entreprise dans laquelle on doit s'engager avec sérieux. Et je dirais même qu'on n'a même plus le choix aujourd'hui de ne pas le faire. On n'a plus le choix parce que les modèles qui nous étaient imposés ne fonctionneront pas. Il n'a pas fonctionné et il ne fonctionnera pas. Le problème, ce n'est pas que les peuples africains ne sont pas prêts pour la démocratie, c'est que le système, le modèle n'est pas adapté au peuple africain. C'est ça la vraie question. Non, mais on peut dire qu'il y a, peut-être faut revenir vraiment à l'essentiel. Hein. Il y a des fondements philosophiques, idéologiques, symboliques à tout système de gouvernance. Le problème que les pays africains ont aujourd'hui, c'est qu'il y a une sorte de schisme entre la gouvernance qui est imposée, héritée de la colonisation, et les philosophies politiques des anciens Africains. Les philosophies politiques des anciens Africains ont eu des noms très bizarres. C'est la sorcellerie, d'autres c'est le tribalisme. Enfin bon, on leur a donné des noms qui font qu'ils ont été totalement marginalisés. Et pour les élites montantes, ils ont complètement été évacués dans l'inconscient. Donc rappeler tout simplement au commun des mortels qu'il n'y a pas de société sans système de gouvernance, c'est déjà dire aux gens que ce n'est pas parce qu'il y a un rapport de force différent que vous avez imposé un système que nécessairement on est prisonnier de ce système-là. Donc le système ayant plus ou moins échoué dans la plupart des cas, il est parfaitement légitime de commencer à chercher les moyens de sortir de l'impasse. Donc le livre est une tentative de proposer des issues hors de l'impasse, mais qui ne veut pas dire que demain on rasera gratis, quoi, que tout sera parfait. Non, ça veut dire la gouvernance est un chantier permanent. On construit, et il faut accepter qu'on a fait une erreur pour pouvoir se corriger. Donc, si on n'accepte pas qu'on puisse faire des erreurs, on est complètement coincé dans une sorte d'immobilisme. Et c'est malheureusement le cas dans plusieurs pays africains aujourd'hui. Oui, je voulais appuyer sur ce que Augustin vient de dire. C'est vrai qu'on ne peut pas séparer un système de gouvernance de ses fondations et de ses fondements ontologiques, épistémologiques et cosmogoniques. Hein. Et donc, on ne peut pas continuer avec la cosmogonie héritée de la colonisation, qui ont été créés après les grands siècles de découvertes, la manière de voir la nature, l'être humain, la transcendance. C'est ça l'ontologie et la cosmogonie. Nous en avions nos propres cosmogonies et ontologies, et d'ailleurs les plus anciennes, et c'est l'Égypte, c'est là où l'ancienne Égypte avait et souvent beaucoup de peuples, notamment la Corne de l'Afrique, se sont influencés. Donc il faudra reprendre aussi ce fondement pour construire un système de gouvernance qui soit basé sur ce fondement des peuples pour qu'il puisse être mieux compris par le peuple et qu'il ne soit pas considéré comme quelque chose d'importé. Donc c'est très important d'harmoniser aussi nos systèmes de gouvernance
avec ses sous-basements culturels, philosophiques, épistémologiques, ontologiques, cosmogoniques que nos peuples ont. Et je crois que, oui, ce que je voulais ajouter, c'est ce livre est le premier que nous publions et nous ne comptons pas nous en arrêter là, puisqu'il y a encore des dizaines, des centaines de systèmes de gouvernance là, endogènes qui ont basés sur le consensus qui existe en Afrique. Nous voudrions donc peut-être dans les années à venir faire une réflexion et publier sur d'autres systèmes avec d'autres recommandations. Donc c'est vraiment le début d'un processus que Afrospective voudrait lancer. Et là, je voudrais ajouter qu'Afrospective, nous avons un concept que nous utilisons, c'est une initiative pour l'Afrique globale. Et quand on dit l'Afrique globale, c'est l'Afrique et ses diasporas. Donc il ne faudra jamais oublier. Et il y a toujours eu un va-et-vient d'influence entre l'Afrique et ses diasporas. Et nous voudrions aussi prendre en compte cet ensemble, donc de l'Afrique. Et c'est avec tout cet ensemble-là qu'on pourra construire ce qu'on peut appeler une modernité africaine. Moi, je suis un maître d'école, hein, donc franchement, le travail que je fais, c'est plutôt pour les générations futures. Et ce travail, nous ne le concevons que comme un outil dans la formation de la jeunesse de nos continents, des afro-descendants, partout où ils sont dans le monde. L'idée, c'est de réhabiliter les modes de pensée de nos ancêtres, qui ont été marginalisés par les rapports de forces économiques et militaires au cours des siècles derniers. Je me répète, il n'y a pas de société sans forme de gouvernance. Donc, les gens avant que nos pays soient envahis, avant que nos peuples soient mis en esclavage, et même sous ces conditions désastreuses, ils continuaient à gérer le quotidien et à se gouverner d'une manière ou d'une autre. Et donc, face à la crise actuelle d'une sorte d'universalisme euro-américain, il faut peut-être que nous commencions à explorer des voies vers une issue qui met beaucoup plus l'accent sur le bien-être des populations, l'harmonie entre les gens et la paix civile. Et bien évidemment, c'est les générations futures qui vont réussir ce programme ou souhaitons qu'elles le réussissent. Et donc, à nous de leur donner des outils intellectuels et explorer les données tant qu'elles sont encore accessibles et pour pouvoir les mettre dans l'espace public d'éducation pour tout le monde. Et c'est vraiment pour les générations futures que ce livre est construit. Donc, on a oublié quand même une contribution importante, qui combine la cosmologie, l'idéologie politique. C'est le chapitre de notre collègue égyptologue qui a montré comment dans l'ancienne Égypte, tout le système de gouvernement découle d'une conception du monde et d'une vision religieuse de l'histoire humaine. Donc on a vraiment parcouru, en bref, un panel très large de formes de gouvernance dans le passé et qui donne nourriture à penser à toute personne intéressée à la gouvernance contemporaine. Oui, alors pour moi, je dirais que là, je m'adresse vraiment aux jeunes étudiants parce que là, je pense il y a un défi qui les attend. Et ce défi, c'est celui de s'extraire de tout le prêt à penser, de s'extraire des perspectives et des conceptions du monde que l'éducation moderne, qu'elle soit primaire, secondaire ou universitaire, continue de propager et qui ne correspondent pas à nos visions, nos connaissances et nos expériences historiques.
Et je crois que c'est presque, je dirais, un devoir pour chaque étudiant de désormais, chaque fois qu'il veut faire une thèse, un mémoire, un exposé, au lieu d'aller chercher des sujets un peu bateaux ou des sujets déjà étudiés ou de réinventer la roue, de se dire, bah, je vais profiter de cette petite possibilité que j'ai de me concentrer sur quelque chose, je vais me concentrer à redécouvrir, réexplorer ce que mes connaissances, ce que mes ancêtres, à tous les niveaux, hein, pas seulement au niveau des systèmes de gouvernance pour les gens qui sont en sciences humaines ou sociales, même ceux qui sont dans les sciences dures, naturelles, les connaissances en médecine, la connaissance de la botanique, les connaissances dans le soin des animaux, parce qu'on est des peuples pasteurs aussi, que savoir, partout il y a de la connaissance. Et partout, ces gens qu'on voit, qu'on dit illettrés, ils sont illettrés, analphabètes, ce sont des détenteurs de certains types de connaissances. Et les jeunes étudiants, c'est leur devoir d'aller chercher, interroger, étudier, voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ces connaissances et qu'on peut moderniser, réexploiter, améliorer et tout ça. Donc, je pense que c'est un appel que je lance à ces jeunes de sortir un peu du conformisme et du confort donc des sujets déjà préétablis et d'aller un peu faire de l'exploration pour pouvoir justement se réapproprier les connaissances de leur culture et de leur peuple, et dans tous les domaines, y compris jusqu'au sport. Nous avons des sports traditionnels, il faut les étudier, il faut voir quelles ont été les règles, quelle a été la philosophie derrière. Il y a des sujets pour toutes les universités et pour tous les départements scientifiques de l'université. Et ça, vraiment, je crois que... Et c'est que eux, parce qu'ils ont acquis sûrement une méthodologie pour apporter qu'ils peuvent réellement interroger de manière critique et comparer ces connaissances et ces pratiques endogènes.